Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la création d'un gabarit de serveur web avec Express.js. Donc, dans cette vidéo-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire à partir de rien euh, un gabarit pour se démarrer un petit serveur web. Donc, aujourd'hui, ce serveur web-là ne fera rien, euh, mais ça va être un gabarit sur lequel vous allez pouvoir bâtir vos prochains projets de serveur web, donc dans les prochains cours. Donc, on va tout de suite commencer, on va aller dans le code. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous créer un nouveau projet complètement vide. Donc, moi, ici, dans mon dossier ici, je vais me créer un nouveau dossier pour mon projet que je vais appeler Gabarit. Ce qui va être important, c'est que votre gabarit, il va rouler avec Node.js. Il ne soit pas dans un dossier à quelque part qui soit utilisé pour faire des backups sur le cloud. Donc, on ne doit pas utiliser de Google Drive ou de OneDrive ici parce que on va avoir énormément de fichiers qui vont être créés, puis ça va pouvoir créer des problèmes à vos services de cloud. Donc, assurez-vous que votre dossier ici n'est pas, euh, n'est pas géré par un service cloud comme OneDrive ou Google Drive. Je vous suggère d'aller faire ça immédiatement, aller faire des recherches sinon sur comment vous pouvez le retirer de ces services-là, juste pour être certain que vous n'ayez pas de problème. On va ouvrir ce dossier-là avec Visual Studio Code. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. Puis, à l'intérieur, vous allez ouvrir un terminal. Donc, la première commande pour notre projet qu'il va falloir lancer, ça va être un npm init dans le terminal pour démarrer notre projet. Je vais garder le nom gabarit. La version 1.0.0, c'est correct. La description, je vais juste mettre ici un gabarit de serveur web utilisant Express.js. On change le entry point, on va mettre server.js. Test command, on met rien. Get repository non plus. Keywords, on met rien non plus. L'auteur, vous mettez votre nom. La licence, on va mettre unlicensed. Donc, notre projet n'est pas sous licence. Ça va être correct. Pour vous assurer que tout est correct, allez dans votre package.json et allez vous assurer que toutes les informations sont là. Je vais vous demander de rajouter une ligne dans le package.json pour que nos importations et nos exportations de modules fonctionnent correctement dans le projet. Il va falloir qu'on rajoute le type module. Donc, on va juste rajouter ici type. On va mettre module. N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier après ça. Si vous ne sauvegardez pas votre fichier, vous risquez d'avoir des problèmes tantôt quand on va faire de l'installation de librairie. Donc, on sauvegarde ça ici. Ce qu'il faut faire par la suite ici, ça va être d'installer la librairie d'Express. Donc, pour pouvoir l'utiliser dans notre code, ça va être important qu'on l'installe. Donc, quand on veut installer une librairie qui provient de l'extérieur, donc ça ici, Express, c'est une librairie qui est sur l'Internet, qui est dans la banque de code NPM. Donc, il faut la télécharger en utilisant la commande dans la console npm i ou install. Vous pouvez utiliser les deux. Dans ce cas-ci, je vais utiliser juste i parce que c'est plus court. Puis on met le nom de la librairie qu'on va aller chercher. Donc, tout simplement Express dans ce cas-ci. On tape npm i express. On va appuyer sur Enter. Puis ça va aller télécharger la librairie puis la mettre dans notre projet. Il va y avoir quelques petits changements qui vont se passer dans notre projet une fois qu'on va avoir installé Express. Entre autres, dans le package.json, vous allez voir, il y a une section Dependencies, donc les dépendances de notre projet. Notre projet est maintenant dépendant de Express, vu qu'on a demandé de l'installer pour notre projet. Vous allez avoir aussi un packagelock.json. Je vais vous demander de ne pas toucher à ce fichier-là. Ce fichier-là va contenir essentiellement l'arborescence de toutes les librairies que vous avez téléchargées pour votre projet. Mais vous n'avez pas besoin de toucher à ce fichier-là. On le laisse là tel quel. Enfin, on va laisser Node.js s'en charger. Vous allez voir aussi un dossier Node module que vous n'avez aussi pas besoin de toucher. Ça vaut quand même la peine de regarder à l'intérieur. Vous allez voir que Node module va contenir l'ensemble des librairies qui sont téléchargées pour notre projet. Ici, vous avez peut-être trouvé particulier qu'on a beaucoup de librairies téléchargées alors qu'on a juste installé essentiellement Express, qu'on retrouve ici. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de librairies d'installer que ça? C'est parce que Express a d'autres dépendances, lui, puis ces dépendances-là ont potentiellement d'autres dépendances, ce qui cause effectivement plusieurs téléchargements qui vont tous se retrouver dans le Node module ici. On peut le laisser fermer ici. On n'aura jamais pas besoin d'aller fouiller dans ce dossier-là, mais c'est juste pour que vous sachiez qu'il est là.
Ce qu'il faut comprendre avec le node module, c'est que ça peut prendre un peu d'espace. OK? Là, ici, on a juste installé Express. Express ne demande pas nécessairement des tonnes de fichiers, mais si on va voir les propriétés ici du node module, vous allez voir qu'il y a quand même 433 fichiers à l'intérieur qui ont été créés juste en installant Express. Donc, ces 433 fichiers-là appartiennent soit aux librairies de code d'Express ou aux librairies de code qui sont dépendants ou desquelles Express est dépendant. Donc, ça génère quand même beaucoup de fichiers. Puis, c'est possible que par plus tard, il y ait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers qui se retrouvent là-dedans, surtout si nos projets prennent un peu plus d'ampleur. Donc, ça peut causer des problèmes. C'est ça que je vous disais tantôt avec les services de cloud. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas lancer votre projet euh, ici dans un service de cloud parce que quand on va faire des installations de librairie, ça peut les faire planter. Une autre raison, une autre chose qu'il faut faire attention avec l'autre node module, c'est que le node module, si vous essayez de faire un zip avec le projet pour, par exemple, me l'envoyer, euh, là, ça va rapidement parce qu'on n'a pas grand fichier dedans. On a juste 433 à peu près là, dans le node module. Mais si on a un node module qui prend beaucoup plus d'espace, ça peut être particulièrement long à faire un fichier zip. Puis ça peut être particulièrement long aussi à dézipper par la suite. Donc, ce que je vais vous demander, c'est que si vous voulez m'envoyer des projets pour que je puisse les tester, pour que je puisse les voir, assurez-vous en premier lieu de supprimer le node module. Le dossier node module est tout à fait refaisable. Donc, le logiciel peut le recréer par lui-même. Entre autres, avec le package.json. Quand on a le package.json, ça va nous dire c'est quoi qu'il y a comme librairie dans notre projet. Fait que, on peut facilement tout réinstaller les librairies qu'on a besoin d'installer juste avec une seule commande en faisant npm i. Donc, en faisant npm i, tout simplement npm install, même chose dans les deux cas. Ce que ça va faire, c'est que ça va installer toutes les librairies qui sont dans la section dependencies du package.json. Puis ça va tout recréer dans le fond le dossier node module. Le dossier node module va être nécessaire pour pouvoir lancer votre application, mais comme je vous l'expliquais, pour partager, pour m'envoyer, mettons, vos projets pour que je puisse les avoir, ou moi, quand je vais vous partager des projets pour que vous puissiez démarrer des projets ou des projets de solutions pour que vous puissiez les regarder, ça va être important que vous lanciez en partant votre NPM-i pour recréer le nom de module parce que je vais les avoir supprimés. C'est principalement pour économiser de l'espace, puis puisqu'on est capable de le régénérer facilement, on peut l'enlever. Donc, n'oubliez pas de l'enlever quand vous allez, dans le fond, me l'envoyer. C'est vraiment important. Bon, une fois qu'on a installé l'Express, on va tout de suite commencer à l'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un fichier server.js qui va être notre fichier principal de code pour notre projet. Dans le fichier server.js, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques lignes de code pour créer le serveur web et ensuite le partir. Donc, la première chose, on va vouloir créer le serveur web. Pour ça, ça va nous prendre la librairie d'Express qu'on a installée. Fait que ici, je vais faire un import de Express from, puis ici, on met entre guillemets Express. Donc, vu que j'ai téléchargé la librairie, je peux l'utiliser tel quel, juste en mettant son nom comme ça ici. Ensuite, il faut que je crée le serveur. Le serveur, je vais créer une variable que je vais appeler app. La variable app, à l'intérieur, je vais lui mettre le résultat d'une fonction express. Donc, la fonction express que j'ai ici, c'est l'importation que je viens de faire en haut. Donc, l'importation d'express, je vais l'utiliser juste en bas ici pour. C'est une fonction, dans le fond, que j'ai portée, puis ça va créer le serveur. En fait, la fonction express crée le serveur et ça va la retourner, puis nous autres, on la met dans la variable app. Avec ça ici, je vais mettre un petit commentaire création du serveur. Une fois que le serveur est créé, ça ne va pas le démarrer automatiquement. Ça va juste créer la variable pour qu'on puisse la configurer le serveur. Nous autres, on ne le configurera pas tout de suite. Pour l'instant, on va lancer le serveur. Pour lancer le serveur, ce qu'on va faire, c'est juste app. Puis il y a une fonction qui s'appelle listen. Donc, listen comme écouter. Donc, essentiellement, ce que ça dit, c'est que ça va demander au serveur d'écouter sur un certain port réseau pour recevoir des requêtes. Donc, ici, notre serveur, son but, ça va être de répondre à des requêtes. Fait qu'il va écouter sur le réseau sur un certain port. On va commencer ici tout simplement en mettant le port 5000. Donc, ça devrait démarrer mon serveur sur le port 5000. Juste pour qu'on puisse bien tester le serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre quelques petites lignes en dessous que je vais afficher dans la console, principalement juste pour qu'on puisse voir que notre serveur il est bien démarré. Donc, si je vais faire un console,
.info. Puis ce que je vais mettre ici, c'est tout simplement serveur démarrer. Je vais faire un autre console.info juste en dessous. Puis ici, je vais mettre l'adresse du serveur. Le serveur, il est démarré sur notre propre ordinateur. Fait que si on veut lui accéder à partir de notre propre ordinateur, on va y accéder avec le protocole HTTP. On va en parler un peu plus tard dans une autre vidéo. Puis à l'intérieur, c'est du HTTP. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre l'adresse de notre ordinateur, l'adresse IP de notre ordinateur. Dans ce cas-ci, l'adresse de loopback, qu'on va appeler. Donc, soit localhost ou 127.0.0.1. Donc, si je vais mettre localhost, ça va être important aussi de mettre le port. Donc, je vais mettre 2 points suivi de mon numéro de port. Je le mets ici comme à l'extérieur parce que tantôt, on va l'extraire dans une variable parce qu'on ne veut pas avoir, dans le fond, des valeurs qui sont hard-codées comme ça. Si on décide de changer pour le port 5500 ou 5001 plus tard, sinon ça va être énervant d'avoir à le changer partout. On va faire ça juste après. Et pour l'instant, je vais sauvegarder ça, puis on va juste tester notre serveur pour voir si ça fonctionne bien. On va lancer ici un npm start pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Il semble fonctionner. Donc, ici, c'est écrit serveur démarré. On voit l'adresse en bas qui est affichée. Donc, l'adresse que j'ai affichée dans la console, je peux mettre ma souris dessus et cliquer sur Follow Link ici pour pouvoir l'ouvrir dans le navigateur web. Le navigateur web, il va nous servir aujourd'hui juste à tester que notre gabarit fonctionne bien. Donc, on va cliquer ici dessus. Ça devrait nous ouvrir une page web dans votre navigateur. Ici, on voit, ça m'a ouvert la page sur le port localhost sur le port 5000. Puis on voit qu'on a ici cannot get, puis une barre oblique, un slash. Si vous voyez ça, ça veut dire que votre serveur fonctionne bien. Un serveur qui ne fonctionnerait pas ne vous retournerait pas ce message d'erreur-là. Ce message d'erreur-là, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de routes qui sont programmées dans votre serveur, ce qui est normal pour l'instant. Juste pour vous montrer c'est quoi qui se passe si le serveur est fermé, on va aller dans la console ici. Je vais fermer le serveur. Pour fermer le serveur dans la console, vous pouvez appuyer sur CTRL-C 2 fois. Ça va fermer complètement le serveur. Si je m'en retourne dans le navigateur maintenant et que je rafraîchis la page, vous allez voir qu'il va y avoir une erreur, que le site web n'est plus accessible. Donc, on sait que le serveur fonctionne. Maintenant, on va commencer à rajouter quelques petits outils et quelques petits éléments au travers de notre serveur pour que ce soit un peu plus pratique de l'utiliser. Donc, la première chose, ça va être au niveau du port. Le port, on va vouloir pas juste le mettre dans une autre variable pour qu'on n'ait pas besoin de le réécrire plusieurs fois si on a besoin de faire des modifications. En fait, on va même le sortir au complet de notre programme. On va le mettre dans un fichier de configuration. Donc, on va se créer un fichier de configuration. Le fichier de configuration va s'appeler, ici, je vais créer le fichier .env. Ce fichier-là, ça va être un fichier qui va me permettre de contenir différentes configurations pour mon serveur. Aujourd'hui, on va juste en ajouter 2, mais au fur et à mesure que la session avance, ça se peut que vous ajoutez d'autres configurations à l'intérieur de ce fichier-là. Donc, la première configuration qu'on va ajouter, c'est bien le port. Dans un fichier .env, tous les noms de variables sont tous écrits en majuscules. Vous mettez ensuite un égal et la valeur. La valeur du port, dans ce cas-ci, ça va être 5000. Il n'y a pas de point-virgule, il n'y a rien dans ce fichier-là. Vous pouvez mettre des commentaires, par exemple, en mettant un signe de hashtag dièse pound en avant, puis écrire votre commentaire. Tiens, si je pourrais mettre, mettons, configuration générale. Donc, on va avoir le port à 5000. Puis chaque configuration, vous les mettez sur leur propre ligne. Donc, je vais mettre le port. Une autre configuration que je vais ajouter, c'est le node underscore env, le node env. Puis on va mettre comme valeur développement. Donc, ça, c'est une variable qui va être utilisée par Node.js pour regarder si on doit exécuter Node.js en mode développement ou en mode production. Donc, Node.js a 2 modes d'exécution du code, soit développement ou production. En mode développement, il va activer des débogueurs, il va activer des beaux messages d'erreur qui vont faire que c'est intéressant de développer avec Node.js. Ceci étant dit, ce n'est pas très efficace. Donc, son mode production, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout enlever ces fonctionnalités-là qui sont très intéressantes en développement, mais qui le ralentissent. Ils vont tous les enlever juste pour garder le strict minimum puis exécuter le code le plus rapidement possible, de façon la plus optimale possible. Donc, pour l'instant, on va le mettre en développement, mais vous allez voir qu'éventuellement, si on met notre serveur en ligne, on va changer développement ici pour mettre plutôt production. Pour l'instant, ça va faire le travail. On va sauvegarder ça. Ce fichier-là n'est pas chargé automatiquement. Ça va nous prendre une librairie pour pouvoir charger ce fichier .env. Donc,
pour aller charger ce fichier-là, on va utiliser la librairie qui s'appelle .env. Donc, on va aller l'importer ici, aller chercher l'installer ici dans notre console. On va faire un npm i, puis on va mettre ici la librairie .env. C'est tout écrit en texte. Donc, .env. J'installe ça. La librairie devrait être installée. Si vous voulez être sûr que c'est installé, allez voir dans votre package.json, puis vous devriez la voir apparaître dans vos dependencies. Elle est juste ici, au-dessus de Express. Donc, elle est bien installée. Une fois qu'elle est installée, il va falloir l'utiliser. Donc, dans votre server.js, il faut absolument que ce soit la première ligne en haut de votre code. Vous allez faire un import. Le import de .env/config. Cette importation-là va exécuter la fonction config de la librairie .env. Puis cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller lire le fichier .env, puis elle va aller prendre ses variables qui sont à l'intérieur, donc nos variables par puis node env, puis elle va les intégrer à l'intérieur de notre code. Elle va les mettre à quelque part de spécifique. Cet endroit-là, où est-ce qu'elle va les mettre, c'est dans un objet qui s'appelle process.env. C'est une variable, ça, qui existe déjà dans Node.js. C'est juste que .env va aller chercher toutes nos variables qu'on avait mis dans le fichier .env, puis il va les ajouter à l'intérieur de l'objet .env. Donc, nous autres, si on veut aller faire un listen sur le port, il va falloir qu'on aille chercher notre variable port, tout en majuscule, dans process.env. Donc, partout où est-ce que vous utilisez le port, vous allez remplacer le port par process.env.port. Donc, ici en bas, où est-ce que j'avais le port 5000, je vais le mettre aussi. Je vais sauvegarder. Et donc, on va juste s'assurer que mon serveur démarre encore. Je vais faire ici un npm start. Le serveur a bien démarré si on va sur le port 5000. Je vais fermer le serveur, donc je fais 2 CTRL-C. Je vais tester maintenant avec un autre port. Donc, je vais aller dans le .env, puis on va changer le port ici pour le port 5001. On va voir si ça fonctionne avec le port 5001. Je vais redémarrer mon serveur. Et on voit ici maintenant que le port est 5001 dans la console. Ça semble bien avoir fonctionné aussi. Je vais encore une fois fermer le serveur avec 2 CTRL-C. Et voilà. On a fini avec le fichier .env. Vous pouvez remettre ici le port au port 5000, tout simplement. Puis on devrait être bon maintenant pour continuer. Une chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que jusqu'à date, à chaque fois qu'on fait une modification sur notre serveur, pour tester que tout fonctionne bien, on doit tout le temps stopper le serveur et recommencer. Bon, quand on modifie les configurations au travers du .env, ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas le choix de faire, mais vous allez voir que quand on écrit du code, ça va être particulièrement énervant, qu'on a toujours besoin de redémarrer le serveur. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se télécharger un utilitaire pour redémarrer le serveur automatiquement pour nous dès qu'il voit qu'on fait des modifications dans le code. Donc, l'utilitaire qu'on va télécharger, on va le télécharger avec npm i, puis on va faire "-d". L'utilitaire s'appelle nodemon. Pourquoi est-ce qu'on fait un "-d" ici dans la commande? Le "-d" veut tout simplement dire que c'est une librairie qu'on va installer uniquement en développement. Donc, quand on est en développement, donc sur notre ordinateur local, quand on est en train de créer notre serveur, là, on va l'utiliser, mais que quand on va mettre ça en production, donc sur l'Internet, on ne va pas l'utiliser. Donc, c'est important que vous mettez le "-d" ici, sinon vous allez avoir quelques petits problèmes tantôt. Donc, on lance ça ici. Ça va installer ma librairie. Si vous voulez vous assurer que votre librairie elle est bien installée, on retourne dans le package.json et vous allez voir que la librairie va être installée pas avec les dependencies, mais dans une section qui s'appelle Dev Dependencies. Si pour une raison quelconque, vous êtes trompé puis ça finit dans les dependencies, vous pouvez tout simplement vous créer une section Dev Dependencies et ajouter nodemon dedans, donc le déplacer de dependencies et le mettre dans les Dev Dependencies. Ici, resauvegarder votre fichier. Puis, si vous lancez un npm i dans la console, ça va juste tout replacer automatiquement votre projet correctement. Donc, vous auriez juste besoin de taper un npm i pour recorriger votre projet puis qu'il fasse son installation correctement. Pour l'instant, moi, tout est correct, fait que je n'ai pas besoin de le faire. Une fois que nodemon est installé, on va avoir quelques petites configurations à faire pour pouvoir lancer nodemon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la section script de notre package.json pour être capable d'utiliser nodemon ou pas, parce que vous allez voir que d'un fois, on ne va pas vouloir le démarrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer 2 commandes. On va se créer une commande dans script start. Puis cette commande-là, ce qu'on va lui donner comme valeur, ça va être juste un node server.js. Essentiellement, ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient de écraser, dans le fond, la commande npm start de base.
par tout simplement une exécution de node server.js. Donc, ça va exécuter notre fichier principal de notre projet. C'est essentiellement ce qui est fait déjà par défaut par la commande start dans Node.js. On l'a juste rajouté juste pour que vous puissiez voir c'est quoi dans le fond qu'elle fait et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va se rajouter une deuxième commande. La deuxième commande qu'on va rajouter, c'est une commande qui va s'appeler dev. Cette commande-là, son but, ça va être de lancer notre projet en mode développement. Puis en mode développement, on va pouvoir utiliser notre nouvel utilitaire qui s'appelle NodeMon pour pouvoir redémarrer notre serveur automatiquement. Donc, la commande que vous écrivez, c'est tout simplement NodeMon server.js et ça va automatiquement, dans le fond, quand on va le démarrer avec la commande dev, redémarrer notre serveur dès qu'on fait des modifications. On peut sauvegarder notre package.json. Pour tester nos commandes, on peut tester ici npm start pour s'assurer que ça fonctionne toujours. npm start fonctionne toujours normalement, de la même façon que d'habitude. Mais si vous voulez faire du développement, comme là présentement on est en développement, donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est npm run dev. Donc pourquoi est-ce qu'ici on doit absolument mettre le run? On n'a pas besoin de le faire avec le start. Le start, il y a une petite exception où est-ce qu'on n'a pas besoin de mettre le run devant, mais toutes les autres commandes qu'on va créer en général, ils vont pas avoir, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on mette le run en avant. Donc si on met le run, donc npm run dev, ça va tout simplement lancer ici notre développement avec NodeMon. Si j'agrandis un petit peu la console ici, vous allez voir qu'il a lancé la commande avec NodeMon. On voit les instructions de NodeMon qui dit que en ce moment, il regarde pour les fichiers JS, MJS, CJS, puis JSON. Puis s'il voit des modifications dedans, il va redémarrer notre serveur. Donc, on peut tester ça ici en faisant une modification dans le server.js. Ça va être juste une modification pour voir si ça fonctionne bien. Donc, je vais rajouter à quelque part un console.log juste pour tester qu'il va redémarrer automatiquement. Donc, je sauvegarde. Dès que je sauvegarde mon fichier, il devrait détecter la modification et redémarrer le serveur. On va voir ça ici rapidement. Je vais sauvegarder. On a vu que dès que j'ai sauvegardé, il a détecté le changement, donc il redémarre le serveur. Puis ici, quand il a redémarré le serveur, on voit que le test est affiché. Si je veux l'enlever, vous allez voir, je fais juste tout simplement l'enlever, je re-sauvegarde et automatiquement, mon serveur va être encore une fois redémarré. Donc, ça va être vraiment merveilleux pour faire du développement. Bon, le seul problème, c'est que ça ne nous échappe pas que si on veut télécharger des nouvelles librairies, il faut qu'on ait accès à notre console, donc on n'a pas le choix de refermer notre serveur. Et là, malheureusement, ici, on n'a pas le choix. J'ai besoin d'aller télécharger de nouvelles librairies encore une fois, donc il va falloir que je ferme mon serveur. On va voir quelques librairies à aller télécharger. En fait, c'est ce qu'on va appeler des middleware. Des middleware, c'est des petites parties de programme qui vont être exécutées à l'intérieur de Express qui vont avoir certaines fonctionnalités sur, dans le fond, les requêtes qui vont être amenées au serveur. Ce qu'on va rajouter ici, nous autres, on va en rajouter 4. On va rajouter 4 middleware. Un pour gérer la compression au niveau des requêtes et des réponses qui vont être retournées par le serveur pour s'assurer que les réponses et les requêtes sont le plus petit possible. On va avoir 2 pour la sécurité. Donc, s'assurer que notre serveur il est bien sécuritaire puis qu'on a le moins de piratage possible qui puisse se faire dessus. Puis le dernier, ça va être pour que notre serveur puisse comprendre notre JSON. Donc, par défaut, le serveur n'a pas les éléments pour pouvoir traiter les données qui lui sont envoyées en JSON ou pour pouvoir facilement retourner du JSON. Donc, on va lui, dans le fond, offrir ces fonctionnalités-là au travers, comme je disais, d'un middleware. Les middleware, on va les ajouter ici. Donc, entre la création du serveur puis le lancement du serveur, fait que ici, on va ajouter les middleware. Donc, on va commencer par les télécharger, nos middleware. Donc, on en a 3 à les télécharger. Même si on en a 4 à installer, il y en a un qu'on a déjà installé, dans le fond, qui appartient à Express. Fait qu'on va pouvoir aller les chercher dans Express. Donc, on va ici faire l'installation npm i. Et les 3 qu'on a besoin d'installer, ça va être Helmet, Cores et finalement Compression. Une fois que vous avez rentré cette commande, vous pouvez appuyer sur la touche Enter pour installer les 3. Donc, on peut installer plusieurs librairies en même temps de cette façon-là. Encore une fois, si vous voulez tester que toutes vos librairies sont bien installées, on va aller regarder notre package.json et vous devriez les voir apparaître ici dans les dependencies. Donc, j'ai Compression, Cores et Helmet qui sont ici. Il va falloir que j'importe ces 3 librairies-là. Donc, dans mon server.js, je vais aller importer les 3. Donc, je vais faire un import de Helmet from Helmet. Je vais ensuite aller faire un import de Cores from Cores. Et finalement, un import de
compression from compression. Ces trois middleware-là ici, donc Helmet sert à sécuriser notre serveur. Cores sert à sécuriser certaines requêtes entre serveurs aussi. Donc les deux ici sont pour la sécurité. Compression sert à faire la compression de de nos requêtes et de nos réponses qu'on reçoit au niveau de notre serveur. Le dernier, pour comprendre notre JSON, je vous disais qu'il était dans Express. En fait, il va falloir qu'on aille ajouter un petit quelque chose au niveau du import pour pouvoir y avoir accès à ce middleware-là. Donc, on va rajouter une virgule. On va ouvrir les accolades. Et à l'intérieur, on va aller chercher le middleware JSON ici. Donc, si on a nos quatre middleware, donc JSON, Helmet, Cores et Compression, on va les ajouter juste en bas ici au niveau de notre code pour ajouter un middleware à notre serveur. On fait tout simplement app.use, puis on va lui passer le middleware. Donc, ici, on va lui passer Helmet. Il faut comprendre que toutes ces middleware-là, c'est des fonctions qu'il faut exécuter pour les passer. Fait que Helmet, on va ouvrir les parenthèses, fermer les parenthèses pour exécuter le middleware. Puis on va faire la même chose pour toutes les autres. Donc, si je vais faire app.use cores, app.use, ici ensuite, on va mettre compression. Et finalement, app.use JSON. L'ordre des middleware peut être très important. Dans ce cas-ci, ça ne serait pas nécessairement la fin du monde si on changerait de place certains d'entre eux. Surtout les trois premiers, ce ne serait pas la fin du monde. JSON, on va le laisser en bas ici, ça c'est correct. Mais les trois premiers, ce ne serait pas la fin du monde si on les changerait de place. Mais JSON, c'est important qu'il soit le dernier de cette gang-là ici. Donc, avec ça, on doit avoir tout installé nos middleware. Ça ne devrait pas avoir d'effet en tant que tel visuel sur notre démarrage de serveur, mais ça va avoir un effet plus tard quand on va utiliser certaines fonctionnalités plus avancées de notre serveur ou quand on va avoir un serveur plus complexe. Pour l'instant, on a juste un gabarit qui est presque vide. Donc, on va tester juste pour s'assurer que tout fonctionne. Donc, je vais encore lancer en développement, npm run dev. Mon serveur s'est bien démarré. Si vous voulez encore une fois vous assurer que vous démarrez bien votre serveur, vous pouvez tester dans votre navigateur avec le localhost sur le port 5000. Et si vous avez encore une fois le cannot get avec la barre oblique, le slash, vous êtes correct. Ça a l'air d'une erreur, mais c'est correct. Tout est beau. Donc, ici, notre gabarit de serveur, il est bien fait. OK? On va être bien entamé. Ce que vous pouvez faire avec ce gabarit-là, c'est le garder de côté, puis l'utiliser par la suite, le copier, mettons, si vous avez besoin de créer un nouveau projet ou quelque chose dans ce genre-là. Sinon, j'ai un gabarit qui va être disponible pour vous, dans le fond, sur le site web du cours. Donc, si vous allez sur le site web du cours, dans le module 3, complètement en bas, ici, vous allez avoir les gabarits de base. Puis, vous allez pouvoir ici télécharger le gabarit de base qui est essentiellement l'équivalent de ce qu'on vient de faire. Mais qui va vous permettre, dans le fond, de partir d'un projet qui est déjà existant. Est-ce que vous n'aurez pas besoin de refaire toutes les installations à l'intérieur? Donc, ceci conclut la capsule vidéo sur la création du projet de gabarit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le commentaire ou à me contacter. Passez une bonne journée.